Si vous appréciez mon travail sur YouTube et souhaitez m'aider à le faire connaître, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Votre aide m'est extrêmement précieuse, je vous en remercie et vous souhaite un excellent visionnage. Si on la gère correctement, notre communication mène à la connaissance. Mais elle n'est pas la seule, comme je l'ai dit. Wow, c'était quoi ça? Ok, donc aujourd'hui je vais parler un peu de ce qu'est l'expérience et expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas tout à fait comme dans les jeux vidéo. Précédemment dans Théorie du bonheur. Lorsqu'on reçoit de l'information, nous devons la passer au crible de notre raisonnement. Afin de trier entre le vrai et le faux, l'information que nous jugeons vraie alimente notre connaissance. L'information n'est pas la seule à alimenter notre connaissance. Il nous faut aussi considérer le rôle de notre expérience. L'expérience est notre vécu des situations, dont nous tirons de la connaissance. Je vais faire une distinction entre l'expérience individuelle et l'expérience collective. Elles n'ont pas la même qualité et il faut les appréhender de manière différente. Pour l'instant, je vais seulement parler de notre expérience individuelle. Vous croirez sans doute que ce sujet m'obsède, mais tant pis. Je reviens une nouvelle fois sur la légende urbaine selon laquelle le fait d'aller se baigner après avoir mangé augmenterait le risque de noyade par hydrocution. Dans l'épisode précédent, j'ai proposé de raisonner à partir de notre connaissance du métabolisme humain pour vérifier ça. Mais j'aurais aussi bien pu raisonner d'une autre manière, par exemple en vous proposant d'aller vous faire un bon barbecue, puis de sauter à l'eau pour tester si vous vous hydrocutez. Non, je plaisante évidemment, et autant sur cet exemple-là vous ne prendriez pas un vrai risque, autant si on parlait d'un sujet sur lequel un vrai doute existait, je ne vous recommanderais pas de mettre votre vie en jeu pour vérifier. Cela dit, même sur des sujets impliquant des risques importants, on peut réfléchir à des protocoles expérimentaux permettant de confirmer nos théories en toute sécurité. À ce sujet, je vous renvoie à l'exemple de la planche en bois pour traverser le ravin, dont on peut tester la solidité entre deux rochers avant de mettre notre vie bêtement en péril. Pour qu'une expérience permette de valider une théorie, il faut qu'elle soit pertinente, non truquée, et que notre interprétation de ses résultats ne soit pas erronée. Or, nous allons voir qu'il y a plein de manières de se tromper de ces points de vue-là. Il se peut qu'on vous dise un jour un truc du genre « Oui, moi je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un dont l'oncle est mort d'hydrocution en se baignant juste après avoir mangé, donc se baigner après avoir mangé provoque l'hydrocution. » Bon bah ça c'est une erreur de raisonnement, au moins pour 3 raisons. D'une, rien ne prouve que l'hydrocution du tonton en question ait été causée par la digestion. Elle peut avoir été provoquée par d'autres circonstances, comme la chaleur ou l'alcool. De 2, le cas d'un individu seul ne peut pas être généralisé à une population entière, parce qu'il peut avoir souffert d'une condition exceptionnelle, comme des antécédents cardiaques par exemple, qui font de lui un cas à part. Mais surtout, de 3, qu'est-ce qui nous prouve que cette histoire est vraie? Parce que ce qui a très bien pu arriver, c'est qu'un mec de cette chaîne, qu'on va appeler Régis, ait dit un jour après un barbecue « Attention, allez pas vous baigner maintenant, vous risquez l'hydrocution ». Ce à quoi quelqu'un de mieux informé aura répondu « Faux, c'est une légende urbaine ». Et alors Régis, soit parce qu'il s'est vexé, soit parce qu'il voulait pas encore passer pour un jambon devant tout le monde, aura déclaré pour sauver la face « Si, c'est vrai, même que je connais quelqu'un dont l'oncle est mort de ça ». Ce qui n'aura pas forcément convaincu tout l'auditoire, mais bien au moins quelques crédules qui s'empresseront d'aller le répéter à d'autres. Ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est qu'il est hyper fréquent. Alors, pas l'histoire du barbecue et de la baignade tout ça, hein, mais les gens qui inventent des choses fausses pour pas perdre la face ou pour se rendre intéressant, ah ça c'est très commun. Là où ça devient encore plus fun, c'est quand la personne qui a inventé le mensonge oublie que c'en est un et finit par y croire. Cette personne va se créer ce qu'on appelle un faux souvenir, et ça c'est un phénomène psychologique extrêmement courant. Vous et moi avons de faux souvenirs, que notre cerveau a construits parce que nous nous sommes convaincus d'avoir assisté à des événements auxquels nous n'étions pas présents, ou qui n'ont tout simplement jamais eu lieu. Et comme notre cerveau est très habile, ces faux souvenirs peuvent être très convaincants. Je rentre pas dans le détail du fonctionnement de ce truc au niveau de notre cerveau, mais si ça vous intéresse, je vous recommande cette vidéo d'Y penser qui en parle très bien. Après, pour la plupart des trucs, comme savoir ce que vous avez mangé ce midi ou qui a dit quoi à la réunion de la veille, en principe votre mémoire fonctionne bien et fait bien appel à de vrais souvenirs. Mais pour des événements plus lointains, traumatisants, ou qu'on a raconté plusieurs fois en enjolivant un peu l'histoire pour la rendre plus intéressante, il se peut tout à fait qu'on se convainque de la véracité de détails purement inventés, voire d'histoires tout entières, purement inventées. Vous connaissez peut-être des gens qui aiment affirmer qu'ils ne croient que ce qu'ils voient. Or, pris au pied de la lettre, c'est évidemment un bien mauvais principe. D'abord parce que, comme on vient de le voir, notre mémoire peut être trompée.
Ensuite, ça réduirait drastiquement notre savoir, parce que la vaste majorité de notre connaissance nous est transmise, et n'est pas le résultat de notre expérience. Mais surtout, notre perception elle-même est loin d'être fiable. Tenez, pour nous en convaincre, petite expérience. Est-ce qu'un de ces segments vous paraît plus long que les autres? Eh ben non, ils sont tous de longueur identique. Lequel de ces deux segments est le plus grand? Ni l'un ni l'autre, ils font la même taille. Les cases A et B vous paraissent de couleurs différentes. Encore perdu, c'est une illusion provoquée par effet de contraste. Et là on joue avec la vue, mais on peut tromper les autres sens aussi, très facilement. Vous connaissez peut-être déjà les hallucinations auditives. Les arômes artificiels donnent le goût de fruits à certains produits alimentaires comme des bonbons par exemple, qui n'en contiennent pas du tout. On peut donner une illusion de relief à une surface plane en la faisant vibrer, c'est le principe du retour haptique sur votre téléphone lorsque vous tapez un texte. Même pour l'odorat, vous avez sûrement déjà senti, notamment dans le métro, une bonne odeur de pain chaud tout juste sorti du four, près de boutiques qui vendaient des croissants. Or, vous n'y avez pas forcément pensé, mais beaucoup de ces boutiques ne font pas leur pain sur place. Alors d'où vient cette odeur? Eh bien c'est un parfum de synthèse, diffusé pour vous donner envie d'acheter. Et c'est ce qu'on appelle du marketing olfactif. En somme, notre perception peut être très facilement manipulée, et aussi par ce qu'on appelle des manœuvres de conditionnement. Le conditionnement de notre perception a pour effet de nous faire voir ce qu'on a envie de voir, en quelque sorte, et non ce qui est réellement. C'est un phénomène exploité notamment par les tours de prestidigitation, c'est aussi ce qui trompe les soi-disant chasseurs de fantômes, d'ovnis et d'autres phénomènes surnaturels un peu folkloriques. C'est aussi ce qui fait que certains d'entre nous, une fois seuls après avoir vu un film d'horreur bien flippant, se mettent à se comporter comme des ninjas et à sursauter au moindre bruit. Y a pas de honte, ça peut arriver à tout le monde. Au cours d'un voyage d'affaires en Inde, mon groupe et moi dormions dans un hôtel luxueux, isolé dans une forêt au sommet d'une colline. L'hôtel avait été presque entièrement privatisé pour nous, or il faisait environ 100 chambres et nous n'étions que 30. Il nous paraissait donc bien vide et bien silencieux. À tel point qu'il nous faisait penser à l'hôtel Overlook dans le film The Shining, et naturellement on a plaisanté là-dessus pendant le dîner. Le lendemain, 2 personnes de notre groupe affirmaient avoir été témoins d'événements paranormaux au cours de la nuit. Évidemment, ce qu'ils avaient vu ou entendu pouvait tout à fait s'expliquer rationnellement, mais du fait de leur conditionnement, ils ont tout de suite pensé surnaturel. Or, à part des punaises de lit et des singes qui essayaient d'entrer dans les chambres pour nous piquer nos affaires, il y avait strictement rien d'anormal dans cet hôtel. Il faut vraiment pas grand-chose pour conditionner notre perception et nos souvenirs. On observe expérimentalement que rien que le ton et la formulation avec lesquels on nous pose une question peut influencer notre réponse. Par exemple, si au réveil je demande à mes collègues « Est-ce que vous aussi vous avez entendu des bruits étranges dans la nuit ?» C'est pas la même que si je demande « Vous avez rien remarqué d'inhabituel cette nuit ?» Pourtant, en somme, c'est sensiblement la même question. Ça, c'est un vrai problème, notamment lorsqu'on réalise des sondages ou lorsqu'on recueille des témoignages dans le cadre d'affaires judiciaires. Il est facile d'influencer les personnes interrogées afin d'obtenir les réponses qu'on désire, et non la vérité. En conclusion, il faut savoir faire preuve d'humilité quant à notre perception. Même se fier à notre expérience pour distinguer le vrai du faux, ça a ses limites. Il nous faut la mettre en question et la corroborer avec d'autres preuves que ce qu'on croit savoir vrai l'est réellement. Autrement dit, comme pour l'information, notre expérience doit être interprétée au moyen de notre raisonnement avant de pouvoir en tirer de la connaissance. L'expérience individuelle étant si peu fiable, on peut envisager, pour en compenser les défauts, de recourir à notre expérience collective. On va détailler cette approche, en quoi elle peut fonctionner et quelles sont ses limites, c'est ce qu'on verra au prochain épisode. Et de 15. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage à cliquer sur le désopilant pouce en l'air, à vous abonner, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, à commenter et surtout à partager cet épisode. J'en ai presque terminé avec le chapitre de la communication, pour être tout à fait honnête, on a un petit peu débordé du propos, mais promis, je l'amène bientôt à une conclusion. Enfin ça, c'est si je me laisse pas tenter à l'idée de sortir un épisode bonus histoire de changer un peu de sujet. Ouais, je vous tiens au courant. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.